Votre bilan santé vous est présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix. Bonjour à tous et bienvenue à votre bilan santé. Sans plus tarder, je vous présente mon co-animateur, Dr Marc Lacroix. Bonjour Marc. Bonjour Dominique. Cette semaine, Marc, on discute d'un sujet qui touche principalement les enfants. Effectivement, on parle de diabète juvénile avec Mayabelle qui est atteinte du diabète juvénile depuis l'âge de 3 ans. Alors, sujet fort intéressant. Juste avant d'aller à la pause, voici notre question vrai ou faux pour cette semaine. La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. Le diabète de type 1 se manifeste à l'enfance, à l'adolescence ou chez les jeunes adultes. Le sujet du jour est une présentation de Family Prix. Comme à chaque semaine, nous vous invitons à aller répondre à notre question vrai ou faux sur notre page Facebook, Votre bilan santé, et courez la chance de gagner un bilan de santé. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos deux invités, Madame Corinne Bélanger, Bonjour. la maman de Mayabelle Marchand. Bienvenue à vous deux. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, un sujet, Dr Lacroix en parlait en début d'émission, un sujet qui touche principalement les enfants. Ouais. Moi, j'ai le goût de commencer avec Marc. Marc, d'abord, qu'est-ce que le diabète de type 1? Bien, le diabète de type 1, c'est un problème de santé qui touche principalement les enfants. Bien qu'on en retrouve à l'âge adulte, on l'appelle aussi le diabète juvénile. C'est un diabète qui est dû à une destruction progressive par le système immunitaire du pancréas qui produit l'insuline. Donc, à un moment donné, le pancréas ne produit plus d'insuline et on devient diabétique. Donc, tout s'ensuit. La symptomatologie qui vient avec, toujours soif, toujours faim, perte de poids dans certains cas. Bon, même la première manifestation d'un diabétique de type 1, parfois c'est le coma diabétique à l'hôpital. Alors, c'est un problème qui nécessite un traitement à l'insuline. Donc, c'est contrairement à certains autres diabétiques, donc le diabète de type 2, qui est plus le diabète qui vient avec l'âge, le diabète de type 1 touche beaucoup les jeunes enfants. Donc, c'est un problème qui, quand même, nécessite un traitement qui demande beaucoup d'apprentissage. Donc, c'est important au niveau de la famille aussi, les Absolument. impacts de tout ça. Juste avant de parler avec Mme Bélanger, le diabète de type 1 s'adresse aux enfants, mais est-ce que c'est héréditaire? Est-ce qu'on peut prévoir que notre enfant peut, un jour ou l'autre, souffrir de diabète de type 1? Il y a un facteur héréditaire, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi du facteur environnemental qui entre en ligne de compte. On ne comprend pas encore tous les facteurs, toutes les variables qui peuvent influencer la maladie, mais il y a quand même une certaine hérédité qui peut amener la récurrence de la maladie, effectivement. Madame Bélanger, quand on apprend que notre enfant âgé de 3 ans seulement souffre de diabète de type 1, à quoi on pense? Qu'est-ce qui nous vient en tête? Bien, tout d'abord, c'est un choc, c'est certain, surtout quand on ne connaît pas de la maladie nécessairement. Ensuite, il y a un peu de culpabilité aussi qui va venir en ligne de compte au début, à savoir est-ce qu'on a mal alimenté notre enfant, est-ce que c'est pour ça qu'elle est devenue diabétique, mais on se fait bien expliquer que c'est pas nécessairement en lien avec l'alimentation ou quoi que ce soit. Vous, dans votre famille, que ce soit votre conjoint ou vous, est-ce qu'il y avait du diabète? Non, nous, on n'avait aucun cas de diabète type 1. J'ai quelques diabètes type 2, mais on n'avait pas de diabète juvénile du tout. Là. Donc, il n'y a pas d'hérédité à ce niveau-là dans notre famille. Donc, à l'âge de 3 ans, Mayabelle ne peut pas s'injecter elle-même l'insuline. Ça change une vie. Oui, ça change une vie complètement. Donc, ça change un quotidien aussi. Absolument. C'est certain qu'on a eu beaucoup d'apprentissage à faire. Donc, tout ce qui est des soins, au début, on était avec des injections, avec des seringues. Donc, juste de piquer son enfant là, de 3 ans avec une seringue, préparer les doses d'insuline et tout ça, c'est beaucoup d'apprentissage. Également au niveau de la nutrition. Donc, on apprend à bien regarder les étiquettes, savoir le nombre de glucides qu'elle va manger parce qu'on donne l'insuline en fonction du nombre de glucides qu'elle ingère. Essayer d'éviter tout ce qui est sucre raffiné, là, le sucre rapide, là, tout ce qui est bonbons, sucreries, ces choses-là, donc le moins possible. Alors, c'est toute une adaptation, surtout expliquer aussi à l'enfant pourquoi... Exactement. Pourquoi elle a ça, puis pourquoi on doit prendre des contrôles de sa glycémie 4, 5, 6 fois par jour, des fois. Donc, c'est ça. Ça a été un apprentissage, oui.
Puis là, c'est Mayabelle, c'est beau, là, dans le quotidien, elle est avec vous, mais Ouais. j'imagine qu'elle va à la garderie. Elle a été, quand elle a été diagnostiquée, elle était à la garderie. Maintenant, elle est à l'école. Donc, oui, ça prend une éducation aussi au niveau de son éducatrice, ses professeurs. Donc, il y a beaucoup de personnel à l'école qui est sensibilisé à la maladie. Tout le monde connaît Mayabelle, tout le monde sait qu'elle est diabétique. Donc, si jamais il arrivait quelque chose, il y a des procédures en cas d'urgence à faire. Alors, on a une équipe là, qui nous soutient beaucoup à l'école. C'est rassurant en tant que parent aussi, là, parce Absolument. que c'est un stress quand même. Là. Ça prend beaucoup de Donc, discipline. Hein? oui, énormément. Surtout à partir de l'âge de 3 ans. Là. Ouais. Ça prend énormément de discipline du côté des parents, aussi du côté de l'enfant. Puis à 3-4 ans, embarquer un enfant dans un protocole de discipline, c'est pas toujours évident. Comment tu vis avec ça, toi, Mayabelle? Quand même bien. Oui? Mais c'est à l'école que c'est un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que souvent, il faut que j'attende avant de manger parce qu'il faut que je prenne mon glucose. Puis je vois toutes les autres commencer à manger. Fait que c'est plate un peu. Puis, est-ce qu'il y a des choses que tu ne dois pas apporter à l'école ou dans ta boîte à lunch qu'on ne doit pas retrouver ou même si tes amis en mangent, toi, tu peux pas en manger? Des choses Y a sucrées, certains bonbons. aliments, comme par exemple la journée de l'Halloween, où tous tes amis vont manger des bonbons. Est-ce que toi, tu peux des fois te permettre d'en manger un petit peu? Ben oui, parce qu'on appelle maman, puis maman dit combien mettre, puis j'en mange pas beaucoup, pas autant que les autres, mais j'en mange quand même. Fait que c'est comme mieux. Donc, Mme Bélanger, tout est calculé. Tout est là. calculé, ouais, au niveau des glucides, des fibres et tout ça. Donc, on doit c'est ça, savoir là, vraiment ce que contient chaque aliment. Souvent, ça va être inscrit sur les étiquettes nutritionnelles, mais par exemple, une pomme, On ne sait pas vraiment. on ne sait là. pas. On a des guides là, qui nous disent à peu près combien, puis on a des balances nutritionnelles aussi qui vont nous aider à calculer là, pour essayer d'avoir le plus possible une glycémie qui est stable. Et une glycémie stable, ça représente combien à peu près? Entre 4 et 7. Et est-ce que c'est la même chose pour chaque enfant, chaque personne, ou Oui. c'est différent? Oui. Les règles de glycémie, là, c'est en bas de 6, normalement, c'est la normale. Entre 6 et 7, on est dans une zone grise qu'on appelle intolérance glucose. Et en haut de 7, là, on parle d'à jeun. Là. À jeun, en haut de 7, à 2 reprises, un individu va avoir le diagnostic de diabète. Donc, Oui. Tantôt, Mme Bélanger, Marc parlait que ça peut être dangereux, que les professeurs, l'éducatrice à la garderie, même les enfants sont au courant que Mayabelle fait du diabète de type 1. C'est quoi les dangers qui guettent un enfant comme Mayabelle? Bon, c'est l'hyperglycémie, mais aussi surtout l'hypoglycémie. À un moment donné, dès qu'on parle d'insuline, lorsqu'on a une dose trop forte d'insuline par rapport à l'apport calorique, il y a des risques de tomber en hypoglycémie. Là, si on est en hypoglycémie, on peut devenir comateux. Et si on est comateux puis qu'on ne le sait pas, là, dans son cas, Mayabelle, elle a un petit bracelet médicalet pour indiquer qu'elle est diabétique. Mais lorsqu'on est dans un coma et que personne ne sait autour de nous qu'on fait du diabète de type 1, c'est difficile d'avoir le réflexe de donner du sucre à la personne. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important que l'entourage, la famille, les amis soient au fait de la problématique et sachent quoi faire en cas d'hypoglycémie. C'est l'un des principaux problèmes reliés au diabète insulinodépendant. Est-ce qu'il y a des chances que, par exemple, ma question va s'adresser plus à Marc, est-ce qu'il y a des chances qu'on guérisse un jour le diabète? Il y a des traitements très prometteurs en cours, comme par exemple les cellules souches qui éventuellement vont remplacer les cellules du pancréas pour produire éventuellement de l'insuline. On est encore à l'étape des recherches, c'est pour ça que c'est très important d'aller au niveau des fondations, de s'impliquer au niveau des événements qui vont promouvoir la recherche du diabète. Il y a de l'espoir de ce côté-là. La recherche, je dirais, avance très rapidement. Mais c'est pas le diabète d'il y a 30 ans. Déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité à suivre la maladie. Et je pense que d'ici les prochains 20 ans, on risque de faire des découvertes super intéressantes à ce niveau-là. Madame Bélanger, qu'est-ce que vous avez dû adapter au quotidien ou, par exemple, les vacances, les camps de vacances, à la limite, pour Mayabelle? Qu'est-ce que vous avez dû adapter, que vous avez trouvé le plus difficile? Bien, en fait, c'est sûr que c'est ça. Quand ton enfant se retrouve seul, là, qu'il n'y a pas un des deux parents qui est là, c'est là que c'est un petit peu plus difficile parce que là, Mayabelle, elle a une pompe à insuline. D'accord. Donc, c'est un cathéter qu'elle a sous-cutané en permanence et on va lui administrer l'insuline avec la pompe à insuline. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de gestion et tout ça. Maintenant, elle s'en vient de plus en plus indépendante avec ça. Elle est capable de gérer sa pompe, d'entrer les glucides. Elle sait quand elle ne se sent pas bien, ce qu'elle doit faire et tout ça.
C'est certain que les camps de vacances, jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Elle va chez grand-maman l'été quand... moi, ça me rassure un petit peu plus. Mais c'est récent quand même. Les pompes à insuline, ça fait pas Ouais. tellement d'années que c'est disponible. C'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Oui. Plutôt que de s'injecter des doses d'insuline, ce qui n'était Exactement. pas toujours commode. Ça facilite beaucoup la vie des diabétiques parce qu'ils peuvent plus manger ce qu'ils veulent quand ils veulent. Surtout un enfant en pleine croissance. Tu sais, des fois, ça a toujours faim. Donc, moi, je trouve que c'est une belle découverte, la pompe à insuline. C'est sûr que ça entraîne beaucoup de soins, ces choses-là, apprendre comment ça fonctionne. Ben C'est oui, parce que je suis électronique. surprise, en tout cas, je suis agréablement surprise de voir que Mayabelle Ouais. connaît là, le fonctionnement puis qu'elle prend, dans le fond, ses Mais ça fait partie de sa vie, hein, alors Absolument. veut pas. Non, elle est vraiment très bonne, très responsable. Donc, de plus en plus, là, on est plus à l'aise de la laisser aller à des fêtes d'enfants, par exemple, des Exactement. fêtes d'amis, où est-ce qu'il va y avoir du gâteau, des sucreries, des choses comme ça. Donc, pour ça, c'est le fun. Mais c'est sûr que c'est un stress là, qui est constant, qu'on a en tant que parent, qu'il faut travailler là-dessus. Mais reste qu'aujourd'hui, quand même, hein, la maladie qu'on soignait il y a 20 ans de façon très différente est beaucoup plus facile à contrôler. Et l'espérance de vie des diabétiques aujourd'hui versus il y a 30 ans a beaucoup, beaucoup évolué, au point où maintenant, quelqu'un qui est très discipliné dans son traitement va avoir une espérance de vie pratiquement normale. normal. En terminant, j'aimerais annoncer que Mayabelle, c'est l'ambassadrice de la Marche TELUS, une activité bénéfice, dans le fond, pour la recherche sur le diabète de type 1. Et Marc, qui est notre président d'honneur cette année. Donc, Mayabelle, ça fait quoi d'être ambassadrice pour un événement comme ça? C'est le fun. Fait qu'on va te voir le 12 juin. Ouais. Alors, pour les gens à la maison qui aimeraient s'inscrire, toutes les coordonnées seront sur le site Internet, nos médias sociaux. Ça se tient le 12 juin à l'Université Laval. Ça s'appelle la Marche TELUS. Donc, si vous avez des proches de près ou de loin, de la famille, des amis qui sont aux prises avec cette maladie, le diabète de type 1, nous vous invitons à participer en grand nombre, former des équipes. Et toute l'information sera sur notre site Internet, votrebilansanté.tv. Madame Bélanger, Mayabelle, merci beaucoup d'avoir Merci à accepté vous. notre invitation. Puis, bonne continuité. Puis, bravo, Mayabelle, pour ta discipline. Merci. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie Di Gaetano, pharmacienne chez Family Prix. Bonjour, Sophie. Bonjour Dominique. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Sophie, aujourd'hui, on parle du diabète. Alors, première question qui me vient en tête, qu'est-ce que la maladie du diabète? Avant même de comprendre qu'est-ce que c'est le diabète, je peux peut-être prendre le temps de vous expliquer comment notre système fonctionne chez une personne qui ne souffre pas de diabète. Donc, pour fonctionner, pour pouvoir avoir de l'énergie dans une journée, on a besoin de carburant. Et notre carburant nous provient de l'alimentation des glucides. Donc, les glucides, on va trouver ça particulièrement au niveau des pâtes, du pain, entre autres. Et quand on ingère des glucides, il faut que ces glucides-là se rendent à nos cellules. Et pour rentrer dans nos cellules, pour pouvoir être efficaces, ils ont besoin d'une clé pour rentrer. Et c'est le rôle de l'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Donc, on mange, notre cerveau envoie un message à notre pancréas qui libère de l'insuline et permet aux glucides de rentrer dans nos cellules et d'être efficaces. Chez une personne diabétique, c'est ce système-là qui est un petit peu défectueux. Et quelle est la différence entre le diabète de type 1 et celui du type 2? Le diabète de type 1, c'est un diabète qui est insulinodépendant, qu'on appelle. Ces personnes-là, ils n'ont tout simplement pas d'insuline sécrétée par leur pancréas. Donc, lorsqu'ils mangent, l'insuline ne permet pas au sucre de rentrer dans les cellules, ce qui fait que le sucre reste dans le sang et que la glycémie augmente. Chez une personne diabétique de type 2, c'est un diabète qui va se développer un petit peu plus en âge avancé, quoique de plus en plus, on le voit en jeune âge à cause des habitudes de vie. Donc, oui, le pancréas sécrète de l'insuline. Par contre, il y a de la misère à rentrer dans les cellules. Pour celui de la grossesse, quand on parle de diabète de grossesse, on estime qu'il y a environ 2 à 4 des femmes enceintes qui vont développer un diabète de grossesse. Puis, on pense que c'est vraiment le placenta qui libère une hormone qui fait en sorte que l'insuline serait un petit peu moins efficace. Donc, il y a certaines femmes enceintes qui vont développer au cours de leur grossesse un diabète. Et si la femme enceinte a un diabète de grossesse, est-ce que forcément elle deviendra diabétique une fois qu'elle aura accouché? Pas nécessairement. Donc, en général, il y a environ 90 des femmes qui ont fait un diabète de grossesse qui va disparaître après l'accouchement
Par contre, c'est quand même un facteur là, qui peut nous sonner une cloche, là, comme de quoi que la femme va peut-être avoir tendance un petit peu plus à développer un diabète à long terme. Donc, on va favoriser les modifications d'habitude de vie là, chez cette femme-là pour s'assurer justement de retarder l'apparition d'un diabète éventuel. Et pourquoi est-ce si important de maintenir un bon taux de sucre, un taux de sucre normal dans notre sang? En fait, un sang sucré, c'est un sang qui circule un petit peu moins bien. Donc, à long terme, les gens peuvent développer des complications. Les complications du diabète, c'est au niveau des yeux, au niveau des reins, au niveau du cœur, au niveau des extrémités. Donc, c'est extrêmement important. Là, sur le coup, des fois, à court terme, on ne voit pas l'impact, mais le diabète, c'est une maladie qui est très évolutive et à long terme, il y a beaucoup de complications. Sophie, peut-on prévenir le diabète? Malheureusement, le diabète de type 1, c'est pas un diabète qui se prévient, c'est un diabète qui est génétique et même si on a les meilleures habitudes de vie, malheureusement, si notre pancréas n'est pas en mesure de fabriquer de l'insuline, on peut pas le prévenir. Chez le diabète de type 2, par contre, c'est un diabète qui a beaucoup d'impact, que nos habitudes de vie ont énormément d'impact. Donc, la cessation tabagique, l'exercice physique et les modifications alimentaires ont un gros impact sur le développement de ce diabète-là. Parfois, c'est inévitable, on va quand même le développer. Par contre, en ayant des saines habitudes de vie, on peut au moins le retarder et faire en sorte qu'il se développe beaucoup plus tard. Sophie, parlez-moi de l'application chez Family Prix pour le diabète. Bien oui, en effet, Family Prix a développé une application mobile qui s'appelle Mon Diabète, qui est en fait un guide d'accompagnement au quotidien pour la personne diabétique. Donc, on y trouve entre autres un journal dans lequel le patient peut entrer ses glycémies, ses différentes activités physiques, ses habitudes alimentaires. Et à ce moment-là, il est en mesure aussi de faire le parallèle et de voir l'impact de ses habitudes de vie sur la gestion de son diabète. Ce qui est intéressant peut-être aussi de mentionner à l'intérieur, c'est qu'on a une section de recettes santé qui peuvent être peut-être un petit peu inspirantes au quotidien là, chez le patient diabétique. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Que ce soit pour des douleurs reliées à l'arthrose, blessures sportives, douleurs de dos ou au cou, Dr Dominique Dufour, chiropraticienne chevronnée depuis 35 ans, vous offre des soins de qualité assistés par ordinateur. Vous apprécierez cette technologie de haute précision pour sa justesse et son traitement en douceur. Rejoignez Dr Dominique Dufour au 88 687 5372. Clinique Chiro Solutions, votre santé, notre vocation. Dans le cadre de nos capsules ATP, je vais relever 2 défis au cours des prochains mois. Celui de l'atteinte d'un poids idéal, c'est-à-dire un poids souhaité pour moi, et la remise en forme. Et ce, grâce à mon coach préféré, mon coach qui est Vincent Comtois de Ultra Performance Vincent Comtois et ATP, les suppléments ATP. Alors, au cours des prochains mois, vous pourrez suivre mon évolution grâce à nos capsules web, mais également à la télévision. Donc, soyez-y. C'est un début avec Vincent Comtois. Merci beaucoup d'être là. Donc, on prend le poids. On est rendu là. Excellent. Alors, comme on dit, il faut ce qu'il faut. Oui, là, on est rendu dans le moment de vérité. Fait que la prise de poids, tu peux embarquer directement sur la balance. Parfait. Mais je vais le dire. On se dit-tu le chiffre? Ben ouais? oui, je le dis. Bon, j'ai 151,8 livres. Oui. Exactement. Ben oui, il faut le dire. Moi, je veux le après. Parfait. Fait que là, on va passer à la prise. Je suis persuadée d'adiposité. que notre chroniqueur Ève va être contente que je l'aie dit. Oui. Oui. Parfait. Faut pas avoir peur de ça. Puis Non. le poids, c'est pas un gage de santé non plus. C'est pas parce qu'on est mince qu'on est seulement en santé. Puis c'est pas parce qu'on a un peu plus de poids qu'on ne l'est pas non plus. Exactement. Il faut toujours garder ça dans des paramètres qui nous est propres aussi. Moi, je dis souvent aux gens, quand vous rentrez à mon bureau, je vais vous améliorer de 100 mais je vais vous améliorer vous. Donc, je ne vous transformerai pas en quelqu'un d'autre. Parce que souvent, les gens, les objectifs, ils se comparent à de l'incomparable. Exactement. Tu sais, si on se compare à quelqu'un qui a toujours été mince toute sa vie, qui a de la facilité à le rester, c'est pas nécessairement une capacité que tout le monde a. Il faut s'améliorer, être dans une santé, puis s'améliorer de nous. Il faut toujours se comparer avec nous-mêmes. Parce que moi, j'ai des... Est-ce que tu considères que j'ai des grosses épaules? Bien, tu as une bonne masse musculaire quand même. Fait que, tu sais, faut pas dénier ça, faut pas empêcher le corps d'être pied. Hein, c'est ça, on a notre génétique, puis c'est correct. Là. Oui, on en avait parlé dans une de tes chroniques d'ailleurs, la génétique. Très important d'en prendre connaissance, puis comprendre que
lorsqu'on fait une allusion aux animaux, là, on comprend vite. Moi, je fais souvent cette analogie-là. Là. Si vous achetez un chihuahua demain matin, vous allez comprendre très vite que même si vous l'entraînez, il ne viendra pas un Doberman. Là. C'est ça. Quelqu'un qui est ectomorphe, qui veut prendre de la masse musculaire, il est limité par rapport à quelqu'un qui est mésomorphe, qui a plus de facilité. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en prendre, mais dans les limites de sa génétique. Absolument. Exactement. Bon, au niveau du pectoral. OK, fait que là, on a le résultat. Parfait. OK, on a le pourcentage d'adiposité. Le pourcentage, présentement, sur 151,8 livres, on a 34,24 de gras. Bon, Est-ce que c'est élevé? Est-ce que c'est... Bon, si on se fie à la moyenne des gens en forme dans 50 ans, là, on parle de vraiment la moyenne des gens en forme, donc on ne parle pas de la moyenne des individus qu'on croise dans la rue parce que les statistiques ne sont pas très reluisantes. Là. On parle de 66 du monde qui font dans le bon point en Amérique du Nord, puis 32-33 d'obésité. Fait qu'il ne faut pas se fier à la moyenne des gens. Il faut se fier à la moyenne des gens qu'on veut ressembler. Donc, on parle de 20-25 de pourcentage de gras absolument pour être dans l'élite ou je dirais les gens en forme dans 50 ans. Fait qu'on serait à peu près à 10 de la réponse. Puis si on regarde le poids à perdre, on n'est pas loin de ce qu'on disait tantôt. Là. Fait que si on fait le calcul, là, on parle de vrai 15 livres de gras, il va y avoir de l'eau autour de ça. Fait qu'en poids corporel, là, ça peut ressembler à une vingtaine de livres, 20-25 livres. Est-ce que tu recommandes de me revoir dans combien de temps? Bien, c'est sûr que dans un début de processus comme ça, quand c'est possible, j'aime ça voir les gens en 2 semaines. Parfait. Mais quand ça va bien, on peut distancer un peu plus les rendez-vous. Mais au début, pour m'assurer que moi, j'ai bien fait mon travail aussi. C'est parce que là, moi, je pars avec un modèle assez théorique. Puis c'est à partir de là que je fais le plan. Puis ce plan-là va être aussi efficace là, que je ne me suis pas trompé puis que c'est bien appliqué. Fait qu'il faut le vérifier. Excellent. C'est bon? Donc, Vincent, merci beaucoup pour toutes ces explications concernant mon alimentation. Maintenant, qu'est-ce que tu me suggères? Bien, on va parler un peu de supplémentation. C'est un sujet qui est tabou. Je tenais à en parler un petit peu avec toi aujourd'hui parce que faut démystifier ça un petit peu puis se donner des bases. T'sais. La supplémentation, c'est large. Il y a des magasins maintenant qui ont une panoplie de produits puis on ne sait plus où ça commence, où ça finit. Puis si tu es essentiel ou pas. T'sais. Moi, ce que j'aborde avec toi, c'est selon nos objectifs, selon les besoins qu'on pense que tu as, parce que nécessairement, il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de danger à utiliser ces produits-là, mais il faut voir s'il y a un avantage. T'sais. On ne l'utilise pas pour rien. Donc, on augmente le niveau d'activité physique dans ton cas. On va faire 4 séances d'entraînement par semaine et en plus de ça, il va y avoir des séances de cardiovasculaire qui vont être faites à d'autres périodes, dont on augmente le stress oxydatif. Plus on s'oxygène, plus on crée de radicaux libres. Donc, plus on s'use. C'est comme si j'utilisais plus ma voiture, mais je l'use plus que je l'utilise moins. Plus on utilise le corps humain, plus il a besoin d'être nourri correctement. Donc, l'alimentation nous fournit la base, mais si on veut s'assurer de performer au maximum et surtout s'assurer de ne pas avoir de carence, il y a certains suppléments qui sont intéressants. On parle bien sûr de la multivitamine. Une bonne multivitamine nous assure d'avoir toutes les vitamines de A à zinc, certains minéraux importants comme le calcium, le magnésium, le zinc et d'autres, là, bien sûr. Et aussi, on se retrouve à avoir les aliments verts dans celle-là. Donc, c'est un peu des fruits et légumes qui ont été mis en poudre, biologiques, qui ont été rajoutés au comprimé. Donc, on a l'ajout de vitamines synthétiques et naturelles. Donc, la combinaison des deux, c'est ce qui est le plus performant. Donc, la multivitamine, ça complète l'alimentation. Moi, je dis souvent, c'est une police d'assurance. On ne voit pas nécessairement une différence à court terme, mais on s'assure qu'on a tout en cas de carence. Donc, on comble les cas de carence. En parlant de carence, la vitamine D. Oui. D'ailleurs, sur mon bilan sanguin, j'avais une carence. C'était à 13 quand on parle d'une optimalité autour de 75 à 250. Quand même. Et une carence en vitamine D, ça peut occasionner quoi un petit peu plus tard ou moi là, qui arrive dans la cinquantaine? Ce qu'on ne mesure pas en jeune âge, mais qui est probable, c'est que si tu n'as pas assez de vitamine D, tu fixes mal le calcium dans tes os. Donc, tu as plus de chances de faire de l'ostéoporose. Donc, c'est un facteur qui influence l'activité des cellules ostéoblastes qui permet au calcium d'être bien synthétisé dans l'os. Donc, l'apport en calcium, c'est une chose, mais après ça, il faut bien le fixer au niveau de l'os. La vitamine D est importante pour ça. Il y a la vitamine K2 aussi, là, qu'on peut retrouver ailleurs, mais la vitamine D est impliquée là-dedans. Parfait. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, immunité, système immunitaire. Les carences en vitamine D diminuent l'efficacité du système immunitaire. Donc, les produits ATP, les suppléments ATP, Vincent, on les retrouve un peu partout au Québec. Oui, il y a plusieurs points de vente. Vous pouvez aller voir sur notre site web. Et la plupart des magasins d'aliments naturels maintenant tiennent ces produits au Québec. Parfait. Ouais. Donc, c'est ça, la vitamine D. L'autre produit, c'est les oméga-3, les fameux oméga-3 qu'on entend parler. Encore là, on fait une recherche sur les maladies connues de l'homme. Il n'y a à peu près aucune maladie qui est connue de l'homme que les oméga-3 n'aident pas. Pourquoi? On a une très grande carence en oméga-3 dans notre alimentation. Les oméga-3, on trouve ça où? Surtout dans les poissons d'eau froide, dans certains végétaux, mais là, il faut les convertir quand on les prend dans les végétaux, dans leur forme active, donc c'est moins performant. Donc, les sources animales sont les meilleures.
petits poissons d'eau froide. Les gros poissons, on essaie d'éviter parce qu'ils sont plus toxiques. On pense à plus de métaux lourds, donc le thon, c'est de faire attention un peu plus, c'est sur ça. Donc, la teneur d'oméga 6 dans notre alimentation est 24 fois plus élevée que la teneur d'oméga 3. Le ratio idéal, c'est 4 pour 1. Donc, on n'est pas là du tout, encore une fois. Fait que là, on devrait manger 4 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. On est à 21, certaines études disent jusqu'à 24. Donc, c'est complètement disproportionné. Absolument. Qu'est-ce que ça fait, trop d'oméga 6 versus oméga 3? C'est de l'inflammation. Donc, la portion DHA est très importante pour le cerveau. La portion EPA est très importante pour l'inflammation. Donc, encore une fois, si c'était possible de l'avoir dans l'alimentation, la supplémentation ne serait pas nécessaire, mais ce n'est pas le cas. Quand on mesure des masses, donc des grandes populations, on s'aperçoit que tout le monde bénéficierait d'une supplémentation en oméga 3 parce que l'alimentation est déficiente. Excellent. Bien, merci encore une fois, Vincent. Ça fait plaisir. Puis on se retrouve dans une autre capsule. Ça fait plaisir, merci. Quand chez soi rime avec confort, sécurité et tranquillité d'esprit. Le Luxembourg, avec ses condos locatifs, vous offre toutes les facilités d'un condominium sans les contraintes. Les condos locatifs Luxembourg, le luxe vraiment accessible. Une réalisation de Logibourg. Le Vox Pop est une présentation d'ATP, une source naturelle d'énergie, de santé et de performance. Que représente le don d'organes pour vous? Une question sur laquelle on demande des réflexions, une réponse sur laquelle je n'ai pas forcément aujourd'hui une réponse officielle à donner. Donc, vous n'avez pas encore signé votre carte? Non, ça risque un cheminement. C'est un cheminement, je suis encore jeune, c'est des choses qu'on ne pense pas tout le temps, tout de suite, mais effectivement, ce serait une bonne réflexion pour une réponse, je pense, qui est importante. Et pour vous, que représente le don d'organes? Moi, j'ai déjà signé ma carte, donc pour moi, je pense que c'est important de pouvoir donner ses organes, si on peut le faire. De toute façon, une fois qu'on est parti, on est parti. Donc, autant que ça reste pour une bonne cause et une bonne chose. Voilà. C'est une cause qui me tient à cœur. Je suis également, dans ma vie personnelle, médecin résident. Je pense que c'est important de faire ce geste-là. J'encourage la population à le faire. Je vois beaucoup de gens bénéficier de la signature de la carte du don d'organes. Puis pour moi, c'est une belle façon de transmettre la vie après la vie. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle l'événement bénéfice La Marche TELUS, dont le docteur Marc Lacroix est président d'honneur, événement qui se tiendra le 12 juin à l'Université Laval. Vous aurez toutes les informations sur le site votrebilansanté.tv. Mais avant de vous quitter, voici la réponse à notre question « Vrai ou faux » pour cette semaine. La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. Le diabète de type 1 se manifeste à l'enfance, à l'adolescence ou chez les jeunes adultes. Merci beaucoup d'avoir été là. Toujours un plaisir de vous retrouver. Continuez à nous suivre. Vous êtes nombreux et c'est très apprécié. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez-y la semaine prochaine. Votre bilan santé vous a été présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix.